Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Imaginez que nous remontions un demi-siècle en arrière et que vous ayez en poche votre billet pour un vol à bord de Concorde. Je dis en poche, c'est pas si simple d'ailleurs parce que ça se présente sous la forme d'un joli carnet aux armes d'Air France, n'est-ce pas ? Alors bon, vous arrivez, vous voyez l'avion extérieurement, vous le connaissez par cœur parce qu'il a été énormément montré, photographié sous toutes les coutures, avec cette espèce de ligne futuriste d'une finesse, d'une élégance extraordinaire. Et quand vous entrez, eh bien, l'intérieur vous étonne un peu par une étroitesse relative. Ce n'est pas une grande cabine, évidemment. Le personnel de cabine, 6 hôtesses et stewards dans des uniformes qui ont été dessinés par un grand couturier, vous accueillent avec le sourire, bien sûr. Tout est très feutré, très agréable, et tout a été pensé pour allier la plus grande modernité à ce qu'on doit pouvoir qualifier d'art de vivre à la française, bien sûr. Il est 11h à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle quand l'avion se présente en bout de piste, toujours très prioritaire Concorde. Ne s'embarrasse pas des considérations de planning de vol. Le pilote allume la post-combustion et là vous vous sentez, ça y est, déjà collé à votre siège. Sensation qui dure seulement quelques instants, à 360 km/h. Après 30 secondes d'accélération, l'engin s'envole dans le ciel d'Île-de-France et la vitesse augmente encore et toujours. Dans 3h30, je dis bien dans 3h30, vous serez à l'approche de JFK, de l'aéroport de New York. Incroyable! Sans vous en rendre compte, vous aurez passé le mur du son à Mach 1. Alors quand même, par tradition, le personnel vous prévient à ce moment-là. Enfin, c'est le commandant qui d'ailleurs fait un petit message. Tout le monde applaudit poliment. Et puis, ensuite, l'avion va franchir Mach 2 tout en douceur. Et à ce moment-là, vous ferez largement partie du club assez peu ouvert, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, des passagers ayant volé à une vitesse supersonique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le grand constructeur Marcel Dassault avait l'habitude de dire que pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Ça peut paraître une formule comme ça fait très Oscar Wilde, mais la vérité se cache peut-être derrière cette formule d'esthète. Avec Concorde, vous êtes servi. L'aérodynamisme a rendu l'avion majestueux et encore aujourd'hui c'est un sujet de passion. Il y a énormément de collectionneurs. Concorde est devenu un objet de fantasme d'une certaine façon. Il faut dire qu'il représente une prouesse technologique inégalée, à 18 000 mètres d'altitude au-dessus de l'Atlantique alors qu'il promène son bang supersonique. Concorde se moule dans l'air qu'il compresse. La peau de son fuselage atteint les 127 degrés Celsius. Les hublots sont même très chauds quand vous les touchez. Et à ce moment-là, vous remarquez que l'avion s'allonge, le métal évolue à ces températures. Concorde grandit de 15 à 18 cm en vol. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est extraordinaire. C'est une espèce de roseau qui plie mais ne rompt pas, comme aurait dit Monsieur de La Fontaine. Pendant près de 30 ans, Concorde aura été le maître du ciel commercial, parce qu'évidemment, des avions supersoniques, il en existe à titre privé. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez acheter un billet et faire partie des passagers. Alors, quand je dis vous pouvez, certains peuvent, parce qu'évidemment, les billets ne sont pas donnés. D'ailleurs, il y avait énormément d'hommes d'affaires à bord, et c'était souvent les sociétés qui payaient les trajets en Concorde. Pas toujours, bien sûr, mais souvent. Durant le vol entre Paris et New York, ou Londres et New York aussi, parce que c'est évidemment un avion franco-britannique, les passagers vivent 2 levées et 1 coucher de soleil. Ils ont pu faire l'aller-retour dans la journée, ce qui est extravagant. Vous prenez un rendez-vous à la mi-journée à New York, enfin au début de l'après-midi, et vous rentrez, vous êtes le soir de retour à Paris. Tout ça était dément pour l'époque. On s'est déplacé à l'époque à la même vitesse que des pilotes de combat, mais sans aucune combinaison, bien sûr, sans ressentir les fameux jets qui peuvent vous faire perdre jusqu'à la conscience. Et tout ça en dégustant une bonne coupe de champagne et des mets délicieux, du caviar évidemment, dans une vaisselle extraordinaire. Bon, c'est ça le mythe Concorde. Tout a commencé à la fin des années 50, à l'époque
des jets transcontinentaux qui déjà étaient confortables et rapides. En France, la Caravelle est devenue un succès industriel. Aux États-Unis, le Boeing 707 et le Douglas DC-8, qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, sont en train de conquérir les cieux, mais ça ne suffit pas. Le transport aérien est en train de se démocratiser, il faut aller plus vite. Et dans les pays pionniers de l'aéropostale, les ingénieurs sont à pied d'œuvre pour imaginer des avions qui vont réussir à dépasser tous les records. Et au sein des bureaux d'études des firmes françaises, Sud Aviation et Général Aéronautique, donc Marcel Dassault, les industriels se penchent sur un projet de super caravelle. Cette super caravelle doit présenter une caractéristique étonnante qui paraît presque irréaliste à l'époque. Elle doit être supersonique. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, il y a un autre grand empire aéronautique, les ingénieurs de la British Aircraft Corporation, la BAC, vont dessiner un avion de transport supersonique. Et au bout de 5 ans de recherche et de travaux, eh bien, les Français et les Britanniques se disent qu'ils en sont à peu près au même niveau et ils vont projeter de s'allier, parce que s'ils se mettent ensemble, en tout cas en même temps sur le marché des vols commerciaux, ça risque de créer vraiment de faire vraiment des dégâts. Il n'y aura peut-être pas suffisamment de passagers, hein. À partir des années 70, un avion de transport bisonique capable d'acheminer sur des distances de 3000 à 6000 km plus de 100 passagers, vous imaginez bien que ça ne concerne pas un très gros volant de clientèle. Or, ce projet, pour la France comme pour l'Angleterre, ça coûte extrêmement cher. Alors, plutôt que de se faire une concurrence malsaine, les deux gouvernements vont se mettre d'accord. C'est un vrai grand et beau projet de coopération technique et commerciale. C'est un modèle de ce point de vue-là, Concorde. L'an 1 de Concorde, si on peut dire, ça commence le 29 novembre 62 quand un protocole qui confie la construction de l'appareil aux deux firmes, la firme française et la firme britannique. Ce protocole est donc signé. On parle d'une collaboration qui sera à tout niveau, bien sûr entre les ingénieurs, mais aussi entre les industriels, entre les financiers. C'est totalement inédit ce qui est en train de se passer. Il faut surmonter la barrière de la langue. Bon, ça on y arrive encore parce que les deux langues en question sont le français et l'anglais, ça peut aller. Mais il faut surtout tout convertir. Les unités de mesure ne sont pas les mêmes. Vous savez que les Anglais ont leurs propres unités. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect. Il faut aussi surmonter une petite barrière géographique, hein. Construire un même avion à plus de 1000 km de distance. Si l'on mesure la distance qui sépare l'usine de la BAC à Filton, pas très loin de Bristol, et puis bien sûr l'usine toulousaine de Sud Aviation. Bref, il va falloir trouver un nom à cet aéronef. L'idée revient à un garçon de 10 ans, il s'appelle Timothy Clark, c'est le fils du directeur du service des relations extérieures de la British Aircraft. Un matin, alors que ses parents évoquent le sujet, il suggère le nom de Concorde. Eh bien oui, il a bien appris ses leçons d'histoire sur la Concorde, n'est-ce pas, cet enfant? Ça fait l'unanimité. Il y a quand même un conflit orthographique. Est-ce qu'on va écrire Concorde à l'anglaise, c'est-à-dire sans E, ou à la française? Finalement, au moment où le premier prototype est dévoilé à la presse et au grand public, le conflit est réglé avec un certain fair-play. Le ministre britannique de la technologie, Tony Benn, déclare « Le Concorde britannique s'écrira désormais avec un E, car cette lettre signifie aussi Excellence, England, Europe et Entente ». Bon, ça s'appelle l'humour anglais, ça aide parfois. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dans les deux firmes, tout le monde se met au travail, depuis les grands ingénieurs jusqu'aux ouvriers, aux techniciens. Évidemment, il y a eu un moment là d'émulation assez extraordinaire. Il ne faut pas oublier le contexte géopolitique, hein. On est en pleine guerre froide. Ça veut dire que vous avez deux surveillants généraux qui observent tout ce qui se passe en Angleterre et en France. Ce sont bien sûr les États-Unis et l'Union soviétique, à qui ça ne fait pas plaisir du tout. En Russie, les soviétiques ont bien l'intention de gagner la course de vitesse, si je puis dire. La grande entreprise soviétique, c'est Tupolev, vous savez. Elle est en train de préparer son Tu-144, qui est un avion supersonique avec un objectif qui est de voler
en 68 de proposer un vol supersonique commercial, donc avant Concorde. Et puis alors, les Américains veulent pas se laisser dépasser eux non plus. Ils ont bien l'intention de construire un supersonique qui serait le Boeing 2707, avion supersonique encore plus grand, capable d'emporter 200 passagers avec une aile à géométrie variable. Alors ça, ce serait nouveau à l'époque. L'ère supersonique, vous l'avez compris, est aussi une ère d'espionnage industriel. En Europe, les soupçons vont vite s'orienter vers l'Union soviétique, tant le Tu-144 se met à ressembler à Concorde. Non mais vous savez, on a publié à l'époque, je revois ça, des articles de presse qui montraient le prototype soviétique, mais on aurait cru Concorde, littéralement. D'ailleurs, les commentateurs de cette course effrénée ont surnommé le Tupolev, là ils l'appellent Concordski ou Concordov. Bon, c'est de bonne guerre. Un réseau d'espionnage du nom de Bulder est même démantelé par la DST, par le service du contre-espionnage. L'Intelligence Service, de son côté, s'active, arrête pas mal d'espions. On pense qu'Aeroflot, la compagnie aérienne soviétique, est à la tête de tout un réseau dont le but est de collecter des informations sur Concorde. Avec le temps, les Français, les Britanniques admettront que cet espionnage, finalement, n'a pas tellement servi des intérêts de Tupolev et de l'Union soviétique, puisque le Tu-144 va sortir, c'est vrai, plus vite des usines et voler en premier, mais avec une technologie qui n'était pas aussi poussée que celle de Concorde. Et le supersonique soviétique n'a pas tenu ses promesses. Il ne fait sa première liaison commerciale qu'1 an après Concorde, et la vérité, c'est qu'au bout de 6 mois, les soviétiques ont décidé de le retirer du service. Ça ne fonctionnait pas. Du côté américain, ce qui est assez réjouissant, c'est pas gentil ce que je dis, mais quand même, les Américains avaient l'intention d'aller plus vite que les Français et les Anglais, ils vont pas faire mieux que les Russes. L'objectif affiché, c'était la conquête de la Lune à l'époque, et c'est vrai que les coûts astronomiques du projet de supersonique commercial ne pouvaient pas aller en même temps que cette histoire de conquête de la Lune qui avait été fixée par le président Kennedy. Le projet se heurte également à une multitude de pépins technologiques qui rendent son achèvement impossible. Bref, en 1971, les États-Unis jettent l'éponge. Je peux vous dire qu'on sable le champagne dans les bureaux de Toulouse et de Bristol. On n'en attendait pas autant. De son côté, l'aventure Concorde n'est pas de tourpeau. À l'automne 64, courte majorité pour les travaillistes, mais il n'empêche que c'est un nouveau gouvernement, de gauche cette fois, qui arrive au pouvoir en Angleterre, et ce nouveau gouvernement ne veut pas poursuivre le projet Concorde. On trouve que c'est trop cher, tout ça est destiné à une clientèle trop riche, enfin bon, le discours des travaillistes en Angleterre. Vous imaginez l'énorme pavé dans la mare. On se pose beaucoup de questions, bien entendu. On évoque les bassins d'emploi toulousains et de Filton, bien sûr, qui seraient très atteints si le projet n'arrivait pas à son terme. Le Premier ministre britannique s'appelle Harold Wilson est sous pression. On croit savoir que la reine d'Angleterre était inquiète de voir ce projet s'arrêter. Bref, finalement, le Premier ministre va céder et le projet est maintenu. On a envie de dire ouf. Le 28 février 1969, le prototype 001 qui sort des chaînes d'assemblage de Sud Aviation à Toulouse est prêt à prendre son envol. C'est donc cet extraordinaire engin qui arrive au bout de la piste de Blagnac, qui a été construite exprès pour l'accueillir. C'est un vrai billard, c'est magnifique. L'avion est un concentré de toutes les technologies les plus inouïes qui soient, meilleurs matériaux pour supporter donc ces changements de pression et de température, commande électrique pour la première fois au monde à tout niveau, 4 réacteurs dont la poussée individuelle, dont la poussée de chacun équivaut à celle du paquebot France. Je ne sais pas si ça peut vous donner une idée. C'est dément, c'est un monstre de puissance. Chaque fuseau moteur est aussi long qu'un autocar de 50 places. C'est des moteurs qu'on ne peut même pas se figurer. Ils avaient en 1 seconde un cubage d'air égal à celui qu'aurait respiré l'intégralité de la population de Marseille.
Et puis alors, vous avez ce nez, bien sûr, hein, le nez basculant de Concorde qui va bien sûr se faire applaudir dans le monde entier. C'est assez spectaculaire. Je dirais que c'est la petite touche qui fait la différence. Aucun autre avion au monde n'aura été à ce point surveillé, testé, essayé. Tous les plus grands ingénieurs étaient là sur ce projet, bien sûr, et on a vu le résultat. Alors il se trouve qu'il y a du brouillard en ce jour de premier essai, 28 février 69. Il y a une presse colossale arrivée du monde entier. On va être obligé d'attendre. On attendra même 3 jours que le ciel se dégage vraiment. Le président de Sudaviation, c'est Henry Ziegler, bien sûr, se trouve au bord de la piste, aux côtés de son homologue britannique, Sir George Edwards, qui est donc le patron de la BAC. Foule de curieux, de journalistes, on veut voir ce premier envol et aux commandes de l'appareil, le plus célèbre de tous les pilotes d'essai, c'est André Turca en personne. Avant le décollage, Turca dit « Quand je serai en l'air avec l'outil, il me sera difficile d'oublier que j'ai 10 milliards de francs et 150 tonnes de matière grise sous les fesses ». Inutile de vous dire que la formule, qui a dû être travaillée à l'avance, va faire florès. À 15h38, Concorde quitte donc la piste et 27 minutes plus tard, après une boucle autour de Blagnac, il atterrit magnifiquement. Ce premier vol est une réussite totale. Alors, on n'a pas encore essayé la vitesse supersonique, quand même. Le mur du son ne sera franchi que le 1er octobre au-dessus du golfe de Gascogne. Et ce n'est qu'au 101e vol, donc le 4 novembre 1970, que Concorde va dépasser le double de la vitesse du son, ce qu'on appelle Mach 2. À l'époque, tous les enfants dans toutes les cours de récréation parlaient de Mach 2. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et dès 1963, ça c'est la consécration, la compagnie américaine Pan Am, la plus grande compagnie du monde bien sûr, a réservé 6 Concorde pour être la première à offrir à ses passagers cette expérience inédite de très grande vitesse à très grand confort. Je ne vais pas vous raconter toute l'épopée commerciale de Concorde, mais ça a été un succès complètement extraordinaire, même si très vite on s'est mis à dire que Concorde faisait beaucoup de bruit, qu'il polluait beaucoup, etc., etc., parce que évidemment tous ceux qui ont perdu le match ne sont pas très contents, ils ne sont pas tous très bons joueurs, disons les choses. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis il y a cette consommation terrible. Or en 73, c'est le premier choc pétrolier. Le 31 janvier, la Pan Am se retire du projet. Toutes les compagnies américaines vont d'ailleurs faire de même. Il n'y a plus que 2 compagnies qui se maintiennent sur cet avion. C'est Air France, bien sûr, et British Airways, évidemment. Au Salon international du Bourget, les spectateurs sont légion pour admirer la démonstration de Concorde. Son concurrent, le Tu-144, est également de la partie, mais l'aéronef soviétique va se briser en vol avant de s'écraser sur le village de Goussainville. Les 7 membres d'équipage seront tués, ainsi que 13 habitants au sol. Les avions supersoniques sont craints dans l'opinion publique. Le Sénat à Washington va ordonner l'interdiction de survol de son territoire par des avions supersoniques. Là, on se dit que Concorde est enterrée, mais la vérité, c'est que Concorde va surmonter un grand nombre d'épreuves. Premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, on multiplie les destinations, on envoie des Concordes un peu partout. Tous les grands de ce monde, évidemment, vont emprunter cet avion. Les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, bien sûr, qu'il l'a beaucoup utilisé, lui d'ailleurs. Le président Chirac, la reine Élisabeth qui était adepte, le pape Jean-Paul II, enfin je ne vais pas vous citer tous les grands et célèbres passagers. Et puis, il y a eu ce terrible grain de sable dans les rouages. Vous savez, cette petite pièce métallique qui a enrayé la belle mécanique. C'était le 25 juillet 2001. Le 6e avion de la série Air France s'apprête à acheminer des touristes allemands jusqu'à New York et au décollage, il y a un des pneus de l'appareil qui heurte sur la piste une lamelle de titane perdue par un DC-10 de la Continental Airlines 5 minutes plus tôt. Ça provoque l'éclatement, incendie du réservoir. 1 minute 30 secondes plus tard, l'avion va s'écraser sur un hôtel à Gonesse, tuant les 100 passagers, bien sûr, les 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. C'est une tragédie que nous avons tous en mémoire. Et c'est une tragédie qui s'accompagne d'un drame, celui de la fin de la belle aventure. Vous écoutez Radio Classique.